Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bienvenue dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Bienvenue à tous, comme chaque soir. Bonne humeur. Hein. Ah bah oui. Quand surtout avec cette chaleur, ça rime en prime, j'ai envie de dire. Oui. Bonheur et chaleur. Bonheur, chaleur, va chercher bonheur. Ouais. Mais sinon, vous pouvez aussi écouter Sud Radio, les vraies voix de l'été, comme chaque soir, du débat, des sujets qui vous concernent, qui vous font réagir. On parle de tout et on parle vrai surtout. Alors vous appelez Aude au 0826 300 300 qui vous attend. Vous avez la parole, vous pouvez commenter l'actu, donner votre point de vue. Vous êtes en direct quand vous appelez. N'oubliez pas que c'est vous, la vraie voix de Sud Radio. Et puis il y a un truc très sympa aujourd'hui qui se passe. On se prépare pour la cérémonie d'ouverture. Voilà, c'est le début des Jeux paralympiques ce soir. Il va en notre question dans l'émission. Oui, tout à fait, c'est important. Alors, nos éditorialistes du jour, cher Frédéric. On y va, nous les présentons. Alors, évidemment, une brochette exceptionnelle. Un trio, peut-être le meilleur de la semaine. Comme tous les jours. Bien meilleur de tous les jours. Voilà. Tellement exceptionnel que c'est tous les jours. Alors, Naïma M. Fadel revient. Pour mon plus grand plaisir, elle était là déjà la semaine dernière. Chargée de mission politique de la ville et essayiste. Ah bah, j'en bafouille. Ça doit être l'émotion, Naïma, peut-être. Attention. Bonjour à tous. Nous sommes avec Nicolas Corato. Nicolas, vous êtes président du think tank Place de la République. Et puis vous êtes un des préférés de Frédéric Brindel aussi. Hein. Oui, incontestablement. Il vous aime tous. À gauche, il est le meilleur. Voilà. Est-ce que la suite, c'est à droite, il est le meilleur? Peut-être. Moi, c'est ni à gauche ni à droite. Je tiens à le préciser. Michael Sadoun, chroniqueur et consultant qui est avec nous. Bon, un habitué, quoi. Oui, mais j'adore venir et j'attends avec impatience le blind test. Je préfère ça au qui c'est qui l'a dit, je dois l'avouer. Oui, parce que vous êtes musicien, c'est pour ça. Mais ne donnez pas d'éléments à nos auditeurs qui pourraient éventuellement être tentés de vous choisir. Oui, exactement, je vais les laisser. Allez, pour notre grand débat de 17h30, on vous l'a dit, il s'agira des Jeux paralympiques, puisque la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de Paris 2024 est programmée à 20h, heure locale. Elle se tiendra sur la place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Il y aura 4400 athlètes paralympiques qui représentent 184 nations qui vont défiler pour marquer le début de 11 jours de compétition intense. Ça, c'est dès demain. Sous la direction artistique de Thomas Joly, ce spectacle vise à mettre en avant les athlètes paralympiques et les valeurs qu'ils représentent. Jitske Visser, qui est l'ancien médaillé aux Paralympiques en basket fauteuil et président de la commission des athlètes du Comité international paralympique, a insisté sur l'importance de cette cérémonie pour les athlètes qui vivront un moment exceptionnel. Alors on vous pose la question sur le compte X de Sud Radio, vous n'hésitez pas à aller voter, donner votre opinion. Est-ce que vous allez suivre les Jeux paralympiques? Alors comment vous allez les suivre? Passionnément, par curiosité, ponctuellement ou pas du tout? Allez, quelque chose de tout aussi passionnant. Non, je plaisante. Enfin, si, quand même. Normalement, après l'ultime rendez-vous avec ses ministrables compatibles du parti LR, Emmanuel Macron enchaîne donc de nouveaux entretiens avec des individualités qu'il envisagerait à Matignon. Le portrait robot se dessine lentement, mais pas du tout sûrement, je tiens à vous le rappeler. Chaque parti y va de son blocage, d'où la question de notre coup de projecteur, hashtag Premier ministre, ce qui est l'hashtag le plus utilisé de l'émission depuis ses vacances. C'est à croire que, voilà. Alors la question, le futur Premier ministre doit-il être issu d'un parti politique finalement, puisque personne ne veut y aller? Vous nous donnez dès maintenant votre avis sur la question sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. Et d'ailleurs 0826 300 300, c'est l'heure du répondeur. Oui, bonjour Sud Radio, Simon de Perpignan. Concernant Monsieur le Président, ce dernier souhaite maintenant que, dans l'intérêt des Français et de la France, les gens se rallient à lui et trouvent effectivement une opposition. Je pense qu'il fallait penser beaucoup plus tôt, organiser ça beaucoup plus tôt et être soi-même prêt à accepter des idées opposées, ce qui est loin d'être le cas. Je pense que son entreprise est quasiment à l'échec. Donc voilà la situation d'un président soi-disant hyper intelligent, hyper responsable, un des plus doués de sa génération. Voilà le résultat. Son ambition de démesurer son ego et du même niveau, là enfin jouer des tours. Voilà, j'ai dit Sud Radio.
Ah bah il y va, hein, notre auditeur. En fait, c'était le petit compliment du jour. C'était le petit compliment du jour pour le président. Vous vous souvenez, hier dans le quiz, on avait utilisé, on s'était dit qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron, et on avait repris la chanson de Claude François. Oui, mais je ne dis jamais je. Enfin voilà. Et on avait sorti la chanson Le mal-aimé. Je suis le mal-aimé. Voilà. Bon, Mickaël Sadoun, vous en pensez quoi? C'est une entreprise vouée à l'échec, comme le dit notre auditeur? Emmanuel Macron s'est lui-même mis dans de beaux draps, et je pense contrairement à notre auditeur que Emmanuel Macron est doté d'une hyper intelligence, d'une intelligence supérieure, mais d'une sensibilité assez fragile qui l'a fait déstabiliser le pays politiquement parce qu'il n'a pas supporté la tollée qui s'est pris au moment des européennes. Donc je pense qu'il aurait pu faire à ce moment-là bien d'autres choses, notamment changer d'orientation politique et peut-être donner des lignes un petit peu plus à droite. Au lieu de ça, il a préféré je dirais renverser la table politique. Aujourd'hui, ça le dessert et je pense que ça dessert tout le monde. Voilà. Naïma M. Fadel, il a la main ou pas du tout? Il est si perdu qu'on peut l'imaginer? Il a la main et il l'a très bien d'ailleurs, puisque de toute façon c'est à lui de nommer un Premier ministre, hein, donc il fait comme il veut, il choisit comme il veut. Et moi je pense que la seule solution aujourd'hui dans cette situation de bourbier, c'est qu'il nomme un préfet, un haut fonctionnaire. Les préfets pour lesquels moi j'ai eu le bonheur de travailler, ce sont des personnes qui ont cette capacité à mettre autour de la table les différentes sensibilités et de faire travailler tout le monde ensemble. De toute façon, on sait très bien qu'il n'y aura que les affaires courantes. C'est impossible qu'on fasse passer des grandes lois jusqu'à la prochaine dissolution. Donc il faut juste garder la maison, si je puis dire. Et je pense qu'un préfet, un haut fonctionnaire aurait cette capacité. Naïma prend déjà position pour le débat de tout à l'heure à 18h40. Hein. Nicolas Corato, Macron, maître des horloges ou du chaos alors? Macron, il a considérablement affaibli les institutions en général, le Parlement en particulier. Hein, la grande victime de la séquence institutionnelle, c'est le législatif. On s'en rend pas compte parce mais celui qui sort très renforcé institutionnellement, c'est le président de la République. Il n'y a plus que lui qui peut exercer son pouvoir. D'ailleurs, vous remarquerez qu'après... à cause du pouvoir de dissuasion de l'Assemblée, il hésite à nommer un gouvernement aussi. On peut retourner dans l'autre sens. Que va pouvoir faire l'Assemblée pendant un an? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir voter? Quel va être le pouvoir de l'Assemblée nationale pendant un an? Donc on a un président de la République qui peut-être paradoxalement n'a jamais été aussi puissant sous la Ve République qu'aujourd'hui. Il a, de fait, lui, l'intégralité de ses compétences qui ont été préservées. Il n'est pas affecté institutionnellement par la situation. Il va pas pouvoir faire ce qu'il veut justement parce qu'il n'a pas le Parlement. Alors ensuite, il va durer qu'un temps. En fait, il est puissant dans le jeu politique, il n'est pas dans son action. Oui, il est puissant pour lui-même, pas pour la France. Voilà. Exactement. On est d'accord. Bon, et ben le sujet. Merci Simon de Perpignan. Voilà. Simon. Et on y revient tout à l'heure à 18h40. Voilà, on va pas arrêter d'en parler, évidemment. Et puis là, on est avec notre auditeur du jour, notre auditeur fil rouge, Eric. Vous nous appelez de la Drôme. Bonjour, Eric. Oui, bonjour Judith, bonjour Philippe. Alors c'est Frédéric, Philippe c'est mon oncle, en fait. Alors, je salue mon oncle Philippe, et puis un certain collègue aussi qui s'appelle Philippe David et qui reviendra. Et d'ailleurs, on embrasse Cécile de Ménibus aussi, parce qu'ils sont là lundi avec vous. Voilà. Alors Eric, vous avez... Alors allez-y Patrick. C'est drôle. Oui. Ça y est, la blague, elle est faite ou pas? Eric, vous vouliez parler vous aviez un coup de gueule à passer sur l'allocation adulte handicapé. Quel est-il? Alors déjà, je vous remercie de me donner la parole. Je vais être un petit peu comme ce qui a été dit tout à l'heure. Ça va pas aller bien dans le sens de notre président, mais bon, il faut dire la vérité. On est sur Sud Radio. Parlons vrai. Moi, je suis une personne en situation de handicap, donc je perçois l'allocation adulte handicapé. Et quand il y a eu le fameux débat en 2017, je fais un petit peu de chronologie pour que les auditeurs comprennent. Il avait dit donc qu'il passerait l'allocation adulte handicapé en dessus du seuil de pauvreté. Elle était à l'époque 205 € en dessous. Et il a effectivement augmenté de 40 € en 2018, 250 € en 2019. Et bon, ça a commencé à aller mieux. Bon, il n'avait pas encore tenu sa promesse, loin de là, mais c'était déjà pas mal. Mais comme ils n'ont pas tenu du tout compte de l'inflation, on arrive en 2024 et on est au même point qu'en 2017. Donc ça serait bien que les politiques s'intéressent un petit peu aux personnes qui vivent 200 € en dessous du seuil de pauvreté,
plus le handicap. Je ne vais pas aller dessus, je pense que tout le monde aura compris. Donc c'est mon grand coup de gueule. On dit que, il disait que c'était la carte blanche, le handicap. Moi je dirais plutôt qu'il est plutôt proche de la page blanche. Alors, il y a eu 2-3 avancées, il faut le reconnaître, mais il y a eu des reculades. Il y a aussi carrément, ils ont supprimé une allocation qui s'appelait le complément de ressources, qui était destiné aux personnes avec un handicap lourd, et c'était à peu près de 70-80 €. Ils l'ont supprimé. Ils ont aussi passé de 100% de logements, parce que moi je suis aussi dans l'associatif, donc très souvent j'entends des personnes, surtout des PMR, qui ne peuvent plus se loger. Il y avait 100% d'appartements adaptés, et ils l'ont fait passer à 10 ou 20%, je ne me rappelle plus. Bon, message important. On vous a bien entendu, et puis on va cette émission consacrée aussi justement au handicap. À l'ouverture de ces Jeux paralympiques et à ces situations de handicap, effectivement. Et vous restez avec nous, Eric, parce que vous êtes notre auditeur fil rouge de la journée. On va jouer ensemble, notamment tout à l'heure. Super. Alors, on va jouer avec Eric, et puis en plus, il nous apportera son point de vue justement sur les Jeux paralympiques. Puisque c'est notre sujet, 17h30. Parfait. Au top. Et puis, vous restez avec nous, parce que dans un instant, c'est les 3 mots de l'actu. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. On est content d'être avec vous. On vous rappelle nos vraies voix du jour. Oui, alors qui parlent, je vous donne un petit indice, qui parlent beaucoup musique les uns avec les autres. C'est le cas de... On parlait de vous, en fait. Je donne les noms. Naïma M. Fadel, chargée de mission politique de la ville et essayiste, qui discutait avec Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Alors que de son côté, Nicolas Corato ne parlait pas du tout musique. Il est président du think tank Place de la République. Voilà. Et tout de suite, ce sont les 3 mots dans l'actu de Clément Arion. Les vraies voix Sud Radio. Alors, vos 3 mots du jour, Clément. Émotion, décevant et paralympique. Eh oui, on commence avec émotion. Émotion pour l'hommage à Éric Commun, le gendarme décédé lundi soir, percuté par un conducteur lors d'un refus d'obtempérer. Sa veuve a pris la parole. Je vous propose d'écouter une partie de son discours. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Voilà, dans cette affaire, l'audition du principal suspect a eu lieu aujourd'hui. Il affirme n'avoir pas vu le gendarme sur la chaussée. Il l'a percuté involontairement et pris de panique. Il aura ensuite quitté les lieux. Voilà ce qu'il y a noté dans la déclaration du procureur en charge de l'enquête. Ce dernier va être déféré pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet va requérir le placement en détention provisoire du suspect. Une information judiciaire sera ouverte prochainement. Bon, réaction des vraies voix. Évidemment, la veuve d'Éric Commun sous le coup de l'émotion, et bien sûr, on vous demandera pas les vraies voix d'apporter un commentaire sur son intervention. Maintenant, peut-être sur le choix des mots. La France a tué mon mari. Vous le percevez comment, Mickaël Sadoun ? Je le perçois un peu comme une partie de la communauté juive a perçu l'incendie récemment de la synagogue de la Grande Motte, c'est-à-dire que l'inaction de l'État en fait est une forme d'action. Donc je ne pense pas dans ces termes-là que la France a tué cette personne et c'est un drame épouvantable et je ne saurais apporter de commentaires à la peine de cette dame qui a tous les droits dans l'instant et on doit écouter ce qu'elle dit. Mais en effet, je pense que l'inaction de l'État finit par devenir coupable. Quand on voit une série d'actes qui se ressemblent tous, avec le même profil de suspect et qui se répètent, et qu'on voit qu'il n'y a pas de loi qui font suite à ça, je ne sais pas, pour interpeller d'une autre manière ces personnes-là, pour condamner plus durement les multirécidivistes, pour peut-être ouvrir de nouvelles places de prison, un problème qu'on pointe souvent du doigt dans les médias. Oui, il y a une forme à la fin, de complicité de l'État. Évidemment pas active, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle a dit notamment une chose, cette dame, Naïma M. Fadel, c'est que elle regrette 1981. C'est-à-dire que très directement, elle regrette l'abolition de la peine de mort. Oui, alors ce propos lui appartient. Moi, si je devais parler de 1981,
Je dirais que c'est à partir de là qu'a débuté ce laxisme. Vous savez, les politiques de la ville, les politiques liées notamment à la délinquance, et notamment à la délinquance des mineurs, c'est ces années-là où en fait on a mal répondu. On a répondu par l'excuse misérabiliste. Rapprochez-vous bien. On a répondu par l'excuse misérabiliste, par le laxisme. On n'a pas mis en place des lois qui permettent de dissuader, d'aider souvent ces jeunes-là à sortir de la délinquance. Aujourd'hui, moi, je suis outré de voir combien de jeunes sont en perdition. Les émeutes de l'année dernière qui ont conduit à cette guérilla urbaine, c'est 50% de moins de 18 ans. Vous voyez, et ce qu'elle pointe dans son émotion et sa colère, c'est tout simplement la question des refus d'obtempérer. Il y en a tous les 20 minutes, c'est devenu même banal. Donc c'est comment un État de droit qui a en charge notre sécurité et notre protection, qu'il confie à nos forces de l'ordre, n'arrive pas à se faire respecter. Voilà, c'est ça le problème. Et les difficultés aussi pour nos forces de l'ordre de pouvoir exercer leur métier, parce qu'ils ont peur, la peur au ventre. C'est ça la réalité. Et moi, je la comprends vraiment, et dans son émotion que je partage, et dans cette colère. Nicolas Corato, inévitablement, ce drame va être très 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 politisé dans les heures, dans les jours qui vont suivre après la déclaration de la veuve d'Éric Comines. Oui, alors d'abord moi ce que je pense de la déclaration de cette femme qui vient perdre son mari n'a aucun intérêt, donc je m'abstiendrai de tout commentaire sur ses propos. C'est-à-dire aucun intérêt, vous, à non, quel niveau? dire que moi je considère que j'ai pas à commenter, ni à discuter, ni à débattre avec une femme qui est en deuil, qui vient de perdre son mari et qui a le droit de s'exprimer et d'exprimer à la fois sa peine, sa colère. C'est parce qu'elle dit qu'il n'a pas d'intérêt, mais c'est au niveau politique que ça n'a pas d'intérêt. C'est moi ce que je pense. Je voulais vous éviter de... Oui, non, mais très bien, vous avez raison de me protéger. Oui. Sur le fond, ce débat sur la délinquance des plus jeunes est un débat compliqué. Oui, on peut revoir les peines. On n'a fait que ça ces dernières années. On a un des arsenals pénals les plus durs d'Europe. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Différent. Mais je veux dire, l'idée de créer de nouvelles peines n'est pas nécessairement la solution. Oui, on sait aussi, et ça les spécialistes des sciences criminelles ne cessent de le rabâcher, que les peines ne sont pas dissuasives. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des peines beaucoup plus sévères, c'est pas pour ça qu'il y aura moins de délinquance. Il faut les appliquer. On sait que ces situations de délinquance, situations extrêmement complexes, que la solution n'est pas unique, qu'elle est multiple. Et puis peut-être qu'elle engage toute la société civile. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que quand j'entends la France a tué mon mari, ce que je peux retenir, moi, c'est qu'on a une responsabilité collective par rapport à ce problème. Et pas uniquement une responsabilité qui tiendrait à l'État, à ses institutions, à nos forces de l'ordre ou aux politiques. La société civile, les familles, les parents ont besoin de nouveau s'appréhender, s'imprégner, s'occuper de la sécurité publique. La sécurité publique et la sûreté publique, ça n'est pas l'affaire que des forces de l'ordre. Et Nicolas, justement, c'est ça la question. Parce que moi, avant d'arriver à des sanctions qui conduisent à la prison, je voudrais des sanctions qui soient débutées et que ces gamins-là qui commettent un acte de délinquance, le premier, il y ait une butée, il y ait une sanction forte qui empêche. Et je n'arrête pas je crois de radoter même qu'il faut absolument une politique familiale aujourd'hui. On peut pas être toujours dans des cris d'orfraie quand on en appelle à la responsabilité des parents. J'ai trop vu de gamins qui sont aujourd'hui malheureusement livrés à eux. Regardez même concernant le trafic de drogue. Aujourd'hui, on a des gamins de 6-7 ans. Vous imaginez? L'année dernière, on a arrêté un gamin de 12 ans qui gérait un point de deal. Donc la question, c'est comment on fait pour qu'à un moment chacun prenne ses responsabilités. Parce que moi, j'entends quand vous dites collectif. Pardonnez-moi, on est hors temps en fait. On est obligé de continuer sur les mots dans l'actu de Clément Arillon. Votre deuxième mot de l'actu, Clément, c'est le mot décevant. Décevant comme l'entretien entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez ce midi. Écoutez. Cet entretien s'est malheureusement avéré décevant. Aucune position nouvelle, pas de véritable projet pour les Français structuré, pas de vision de ce que serait un programme gouvernemental pour les mois à venir. Nous avons dit au président de la République qu'il fallait maintenant qu'il assume ses responsabilités et qu'il nomme enfin un Premier ministre pour sortir de la crise qu'il a lui-même provoquée avec la dissolution. Il n'y a plus aucune raison maintenant de procrastiner.
Voilà, Laurent Wauquiez, très déçu. Demain, ce seront les représentants des régions et des maires qui seront reçus par Emmanuel Macron. Et le troisième mot, c'est... Faut qu'on se dépêche. Ah oui, allez, on y va. C'est paralympique. Paralympique, cérémonie d'ouverture sur la place de la Concorde à partir de 20h. Quelques chiffres quand même. 50 000 spectateurs sont attendus pour la cérémonie. 35 000 en tribune place de la Concorde. 5 000 athlètes, 170 délégations olympiques. 15 000 places ouvertes au public en bas des Champs-Élysées. 15 000 membres des forces de l'ordre aussi mobilisés. Pour la première fois de l'histoire, les Jeux paralympiques vont être diffusés en intégralité sur France Télévisions. Maintenant, place à la compétition et aux athlètes. Voilà ce qu'a dit Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique, ce matin sur France 2. Eh bien, merci beaucoup Clément Harion. Et justement, cette cérémonie d'ouverture des JO paralympiques de Paris 2024, dirigée par Thomas Joly, se tiendra aujourd'hui à 20h sur la place de la Concorde, avec les Champs-Élysées, 4400 athlètes de 184 délégations. Le spectacle mettra en valeur les athlètes et leurs valeurs. JTC Visser a souligné l'importance de cet événement pour offrir aux athlètes une expérience mémorable. Et puis, il y a les objectifs sportifs. La France n'appartient pas au Gotha des plus grandes nations paralympiques, il faut se le dire. Mais la ministre démissionnaire ambitionne une 8e place au classement des médailles. Goalball, paratriathlon, cyclisme, athlétisme, judo, cécifoot et tant d'autres disciplines très spectaculaires sont au programme. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Vous allez suivre les Jeux paralympiques. Alors, passionnément, c'est un peu mon cas là, non? Oui, bon, ça me passionne, pardon. Alors, 2 par curiosité, 3 ponctuellement, 4 pas du tout. Alors, a priori pas du tout. Les auditeurs de Sud Radio sont à 66% pour le pas du tout, à 22% pour le ponctuellement, 8% par curiosité. Et vous êtes parmi les 4% de passionnés. Ah, nous sommes 4%. Voilà. Allez, on sera avec Anthony Martin Smith, qui est ancien para-athlète expert dans le domaine du handicap, pour parler de tout ça. Et restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est le retour des vraies voix de l'été. On est avec Naïma M. Fadel, qui est chargée de mission politique de la ville et essayiste. Elle est accompagnée de l'incontournable Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Et de votre incontournable Mickaël Sadoun, n'est-ce pas Frédéric? Chroniqueur et consultant. Toujours le plus bavard pendant la pause. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, prévue pour 20h aujourd'hui heure locale, se déroulera sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. 4400 athlètes paralympiques représentant 184 délégations vont défiler, marquant le coup d'envoi de 11 jours de compétition intense à partir de demain. Dirigé par Thomas Joly, le spectacle est conçu pour mettre en valeur les athlètes paralympiques ainsi que les valeurs qu'ils incarnent. JTC Visser, médaillé paralympique de basket fauteuil et président de la commission des athlètes du comité international paralympique, a souligné l'importance de cette cérémonie pour les athlètes qui auront l'opportunité de participer à un moment inoubliable. Bon, mais la cérémonie, c'est bien, mais après 11 jours de compétition au programme, 22 parasports, 169 délégations paralympiques qui s'affrontent dans de nombreuses disciplines. Le handicap, vous allez le constater, renforce la spectacularité. Regardez, prenez le temps, c'est impressionnant. Les Français visent environ 90 médailles, dont une vingtaine en or. Les sites restent quasiment les mêmes que pour les Jeux Olympiques. Hormis la cohabitation avec la rentrée scolaire et la crise politique, tout semble réuni pour assister à une fête magnifique. Ça fait quand même beaucoup de hormis. Voilà, alors la question que nous vous posons, vous allez suivre les Jeux paralympiques, 1, passionnément. Ça c'est vous, 2, par curiosité. 3, ponctuellement. 4, pas du tout, Judith. On en est toujours à pas du tout à 66%, ponctuellement à 21%, par curiosité à 8%, et passionnément, ça a pris 1%, 5%, Frédéric Brindel, c'est grâce à vous. Et on accueille Anthony Martin Smith, qui est éditorialiste Sud Radio et ancien para-athlète, expert dans le domaine du handicap. Bonsoir Anthony. Bonsoir à vous. Ancien ou toujours un peu quand même, Anthony? Toujours, mais pas pour ces Jeux. D'accord. Ouais, blessure, hein. C'est ça, c'était oui, j'avais demandé si c'était par choix, mais non, donc. Vous m'avez donné la réponse. Après, pour se blesser, il y a forcément des choix qui sont sous-jacents, mais on n'est jamais concentré. L'acte manqué, il y a des chansons. Il y a des chansons là-dessus. Bon, on rappelle que vous êtes un de nos grands sportifs dans la catégorie judo non-voyant. Donc, non-voyant, ouais. Ouais, on appelle ça déficient visuel, en fait.
Aveugle, oui. N'ayons pas On peur peut des mettre mots. les mots, parlons vrai. Voilà. Allez, des mots. Et alors Anthony, évidemment vous, les jeux, vous allez les suivre passionnément. Vous êtes d'ailleurs, vous allez être présent évidemment à la cérémonie d'ouverture aussi ce soir. Et c'est important de marquer le coup puisque c'est chez nous, c'est à la maison, quoi. C'est chez nous, c'est important. Cette cérémonie va être en plus historiquement pour la première fois en dehors d'un stade, donc évidemment c'est intéressant. Moi je suis curieux de savoir ce que sur le plan scénique, sur le plan chorégraphique, Thomas Joly va nous sortir. La cérémonie des Jeux Olympiques a assurément dérangé, elle a permis à certains de réfléchir. J'espère que celle des Jeux Paralympiques va défrayer la chronique. Bon, les vraies voix sont sans concession. Alors commençons. Nicolas Corato, est-ce que vous éprouvez le même sentiment alors que ce soir débutent les Jeux Paralympiques que lorsque vous étiez au soir du lancement des Jeux Olympiques? Alors, moi, il se trouve que je m'intéresse pas beaucoup au sport. Justement. Et je l'assume. Ouais. Mais je me suis toujours beaucoup intéressé au handicap, y compris professionnellement. Donc, j'ai plus d'intérêt personnel pour les Jeux Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Et à quel niveau alors? À deux niveaux. D'abord parce que je crois qu'on ne travaille jamais assez sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Et c'est vrai que, au-delà du rayonnement de la France et du côté sportif, c'est aussi une chance de mieux faire connaître le handicap à la population française, de faire avancer aussi cette grande cause sociétale. Et puis la deuxième chose, c'est que il se trouve que moi j'ai découvert que les sports handicap ou les sports paralympiques sont des sports ne regardez pas hein. Non mais c'est bien non mais parce qu'il y a plein il y a là aussi il y a un jargon un peu parfois un peu techno, mais j'ai découvert plein de sports inconnus, en tout cas moi inédits, que je sais même pas ce que c'est, et j'ai envie le goalball. Oui mais ça attise ma curiosité, c'est-à-dire j'ai envie de découvrir. Alors à la limite les sports olympiques on les connaît tous, enfin moi j'ai pas à part le beach volley où on a découvert des choses formidables, mais il y a beaucoup de sports olympiques qui sont quand même assez classique. Moi, il y a des sports paralympiques dont je ne connaissais même pas l'existence avant de les lire dans le Parisien, et je suis assez curieux de savoir de quoi ça relève. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le beach volley, Nicolas Corato? J'ai beaucoup aimé la vue plongeante depuis sur la Tour Eiffel. Voilà. Bon, puisqu'on est dans le tour de nos vraies voix, je rappelle que Naïma M. Fadel, on en avait parlé la semaine dernière, est ancienne volleyeuse de très bon niveau. Il y a une super version du volley, c'est le volley assis, qui est très très spectaculaire. Vous, en tant que sportive, même émotion ou honnêtement, c'est plus de la découverte? Plus forte aussi comme émotion, c'est important. Non, mais je rejoins ce qu'a dit Nicolas, c'est que moi, je suis très curieuse de voir les différents sports, et même les sports qu'on pratique, mais comment ils sont pratiqués par effectivement des personnes handicapées. Ça m'intéresse vraiment de voir ça. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est cette cérémonie d'ouverture, parce que je vais forcément faire un comparatif avec la cérémonie des JO. Et il va y avoir une dimension politique, d'ailleurs. Exactement. Et vous alors, Michael Sadoun, on sait que vous avez regardé avec parcimonie les Jeux Olympiques, vous me l'avez confié hors antenne. Qu'est-ce que vous allez faire pour les paras? Je crois que ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais zapper, je vais tomber sur des sports et je vais regarder. Voilà, j'ai pas. Alors, vous avez pas. Vous avez regretté un petit peu de pas avoir vu les JO un peu plus. C'est vrai que j'ai regretté. J'ai regretté de pas avoir pris des places, et peut-être que cette fois j'irai prendre des places. Voilà. Ça doit être très impressionnant à voir. Il faut dire avant tout, parce qu'on parle des personnes en situation de handicap, etc., c'est d'abord des athlètes qui ont une vie d'athlète, qui ont un physique d'athlète. Les gens ne sont pas en studio avec nous, mais je peux vous dire qu'Anthony, qui est là, il a des épaules légèrement plus épaisses que les miennes. Moi, j'ai même pas peur. Donc voilà, très impressionnant. Pour le reste, la cérémonie d'ouverture, je vais évidemment la scruter avec un regard très très aigu, comme je l'ai fait pour les si néophyte. Jeux Olympiques, même si néophyte. Voilà. Pour le reste, je trouve ça très bien qu'on mette ça en avant. Il y a évidemment une mise en valeur médiatique qui est moins importante. Il y a aussi des questions d'argent certainement derrière ça, mais tant mieux, lançons le mouvement. Anthony Martin Smith, donc on le rappelle, vous êtes aussi athlète. Il y a eu beaucoup de déclarations d'athlètes qui disent arrêtez la compassion, arrêtez de dire dans les reportages mais quel bel exemple, quel parcours, quel courage. Dites-nous ce que ça veut dire exactement, ça, cette compassion qui a l'air de vous exaspérer. Moi, ça m'exaspère pas parce que je la comprends. Il
imaginez ce qu'il y a derrière ça, c'est la peur de soi-même que l'on projette sur l'autre. Moi, à ma place, quand je suis entre guillemets dit valide, c'était d'ailleurs un sujet qu'on partageait avec Judith en antenne, qu'est-ce que je ferais à la place de ces personnes-là si je me retrouvais là-dedans, si je perdais la vue, si j'avais les jambes en moins, etc. Donc nécessairement que ça force la compassion. Après, quand il y a eu des déclarations comme celle de Teddy Riner qui disait que ce sont des Avengers, que nous sommes des Avengers, ce qu'a voulu dire l'athlète qui s'en est plaint et qui a dit tu nous rends pas service, c'est juste que dans un processus de normalisation du handicap dans notre société que l'on veut dire inclusive, évidemment, si on nous met systématiquement sur un piédestal, ça ne nous aide pas. Pour autant, c'est parfaitement compréhensible. Ouais, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, ces Jeux paralympiques, ils sont là aussi pour briser ces stéréotypes liés au handicap et peut-être faire en sorte que les personnes qui sont en situation d'invalidité, même si on n'aime pas ce mot-là, on en a parlé, Anthony, soient traitées comme des valides. Parce que effectivement, quelqu'un qui peut pas descendre sa chaise roulante dans le métro, ça veut dire que la personne qui a avec une grosse valise, elle peut pas la descendre non plus. Ça, c'est un comparatif intéressant et important. Ouais, et puis vous avez vu ce titre du Gorafi qui dit qu'un athlète paralympique déclare forfait parce qu'il n'a pas pu monter dans le métro. Bon, c'est légèrement ironique comme titre, mais en réalité, c'est presque vrai. Mais en réalité, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y aurait de quoi largement jeter l'éponge, et pas pour les Jeux, mais quotidiennement. Et donc, oui, on dépense 2 fois plus d'énergie pour obtenir à peu près l'équivalent de ce que vous avez. Bon, après, très honnêtement, alors tour de table, les vraies voix, est-ce que vous avez déjà assisté à une compétition alors dite handisport par exemple? Est-ce que vous y êtes déjà intéressé? Dites-le, soyez honnête, Nicolas Corato. Ah oui, moi j'avais beaucoup fréquenté, il y a une fédération de... il va nous parler de ses fréquentations. Oui, non. Mais je reviens pas sur le beach volley, non, j'avais assisté à des matchs de basket. Basket fauteuil. Alors basket fauteuil, effectivement. Je vous y emmène, j'ai des places pour les demi-finales. J'avais trouvé ça très très impressionnant, très technique. Alors déjà, je comprends pas le basket des valides, des personnes valides. Je comprends rien aux règles, etc. C'était pas plus facile à suivre, mais c'était très impressionnant. Et je crois qu'il faut le dire franchement. C'est vrai que moi, je comprends la polémique avec Teddy Riner. Mais les athlètes en situation de handicap sont très impressionnants. Enfin, moi, je suis quasiment plus impressionné par il faut le dire aussi avec ce qu'on ressent avec ces tripes, par un athlète en situation de handicap que par un athlète. C'est vrai que moi, j'ai pas de pédagogie, j'ai pas d'éducation au sport, donc j'ai du mal à apprécier la performance sportive. C'est vrai que quand je vois comment une personne en fauteuil joue au basket, enfin moi qui arrive à peine à dribbler 3 fois, vous voyez ce que je veux dire, je suis en admiration totale. Donc effectivement, le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment d'admiration. Naïma Mfadel, vous partagez ce sentiment d'admiration pour des gens qui, comme le disait Anthony, doivent se dépasser et faire les choses 3-4 fois plus que nous en termes d'investissement personnel, en fait, pour y arriver, quoi. Oui, alors c'est vrai que moi je les vois pas comme ça en fait. Quand je vois des performances, je vois la performance de la personne en fait, de l'athlète. Effectivement, il y a cet handicap, mais je sais pas comment vous dire les choses. Je les admire pour leur performance et je trouve qu'ils jouent super bien. Ils sont sur un fauteuil, etc. Même dans le volley. Et c'est ça que j'admire. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est ce qu'a dit Anthony tout à l'heure. Parce que ce qui me gêne, c'est qu'on a toujours peur de nommer les choses alors que c'est la normalité. Quand il a dit, mais vous pouvez dire que je suis aveugle. Et en fait, je trouve que ce qui me dérange, notamment en France, c'est qu'on invente des mots, déficient visuel par exemple. Et ça me gêne. Et j'en profite aussi pour faire un appel aux collectivités parce que les collectivités peinent à embaucher des personnes en situation d'handicap et préfèrent payer des amendes. Et je trouve ça extrêmement triste. Alors, il y a une question sur les mots. D'ailleurs, peut-être vous, Anthony, dites-nous ce que vous en pensez. Mais j'ai vu chez nos amis de France Télévisions qu'il faut féliciter, parce que hier, prime time suivi, il faut appeler un chat. Et la personne disait, ne dites pas un handicapé, dites une personne handicapée. Alors, c'est vrai que handicapé devient un adjectif qualificatif. On peut dire une personne grosse ou une personne petite. Bon, mais un handicapé, on est d'accord, il y a des choses aussi qu'il faut apprendre à dire. S'il y a réellement quelqu'un qui a dit ne dites pas un handicapé mais une personne handicapée, dans les 2 cas elle se gourre.
puisque si on veut être parfaitement rigoureux au sens de la loi, c'est une personne en situation de handicap. Et puis, en réalité, c'est une case dans laquelle moi je ne me reconnais pas et dans laquelle aucune personne en situation de handicap se reconnaît. Nous sommes des personnes ordinaires, puisque nous sommes des individus, j'ai eu l'occasion de le dire sur Sud Radio, qui faisons avec des circonstances extraordinaires. Vous vous levez le matin, vous allumez la lumière, vous ne la voyez pas. Bon, ça c'est une circonstance extraordinaire. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de différent de vous ? Non, je bouffe comme vous, je bois comme vous, et je vous passe les autres détails. Donc, ah ouais, vous êtes ça va aller. Ça m'intéresse, Anthony, pour une autre émission. Non mais faut arrêter de considérer qu'il y a une catégorie de personnes, les handicapés. Moi, je ramène ça à une époque triste, une époque de ségrégation. Une fois, j'ai déclaré que je ressentais du racisme. Je vous le redis aujourd'hui. Si on parle de personnes handicapées, je me sens appartenir à une catégorie à part, dont je n'ai pas envie de faire partie. J'ai besoin de vivre comme vous, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'épanouir socialement, comme tout un chacune et tout un chacun. 0826 300 300, vous le savez, sur Sud Radio, vous pouvez nous appeler, réagir au-delà, au standard, au poste, elle vous attend. Et on est toujours avec notre auditeur fil rouge du jour, Eric. Eric, vous êtes avec nous ? Toujours. Alors Eric, est-ce que vous allez les suivre passionnément, ces Paralympiques ? On rappelle que vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez, je cite, en situation de handicap. C'est quoi ? C'est fierté aussi, en plus de passion, j'imagine ? Fierté, non, je dirais pas fierté. Je dis que c'est bien, c'est très bien qu'on mette le handisport en premier. Qu'on le faisait pas du tout avant. Quand je dis en premier, c'est, on va dire, égal. C'est très bien qu'on le mette en avant. C'est plus en avant, oui, je voulais dire. C'est très bien. Ça, les mentalités commencent à changer. Moi, ça serait plus curiosité, parce qu'il y a beaucoup de sports que je ne connais pas dans le handisport, et ponctuellement. Par contre, est-ce que je peux réagir au débat, en fait ? Ah ben, c'est fait pour. C'est fait pour. Nous vous écoutons, Eric. Alors, moi, je suis comme Anthony. Je suis malvoyant. On s'est déjà parlé, Eric, je crois, en plus. Ah bon ? La semaine dernière, me semble-t-il. Ah, d'accord, peut-être. Bon, avec la ministre. D'accord. Ah oui, d'accord, ça y est. Ça y est. Sur Sud Radio, avec Jean-Marie Bordré dans le Grand Matin Sud Radio. Quelle mémoire, Anthony. Que sur Sud Radio. Alors, nous vous écoutons, donc. Alors, malgré que Anthony fasse du judo, qui apparemment c'est un grand athlète, vous voyez, je suis comme lui, on va dire qu'on a le même handicap, et je suis en désaccord avec ce qu'il dit. Ah, ça m'intéresse. Donc, la preuve qu'une personne handicapée n'est pas uniforme. Pour moi, une personne handicapée est une personne à part. Peut-être que mes mots vont peut-être choquer des gens, mais moi je m'excuse quand vous prenez les exemples de la lumière, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quand vous allumez la lumière, vous la voyez pas, vous n'êtes pas une personne, j'ai envie de dire, valide. On va pas dire normal, parce que j'aime pas ce mot normal. Mais moi, c'est pas là où il y a le combat. Pour moi, le combat, il est sur l'accessibilité. Je suis dans l'associatif. Il est dans l'accessibilité au travail, comme vous parliez tout à l'heure de métro, etc. Pour moi, il est là le combat, et il est surtout, alors là c'est plus psychologique, on va dire, dans l'acceptation du handicap. C'est là qu'il faut se battre. Mais après dire qu'on est des personnes normales, comme les autres et tout, non. Et si on allait au bout de ce que dit Anthony, alors à ce compte-là, pourquoi percevoir une allocation adulte handicapé ? Pourquoi avoir une priorité sur une place de parking ? Pourquoi avoir une priorité sur une file d'attente, etc., etc. Donc je pense qu'on se trompe de combat. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec Anthony. Ça serait super qu'on en rediscute en d'autres situations. Mais non, moi je pense qu'on est une personne handicapée, point barre, et que les autres nous reconnaissent le handicap. J'ai moi-même un fils c'est des problèmes visuels. Je veux dire, non, je me bats à chaque rentrée scolaire et tout, pour qu'il ait une ESH, etc. Je suis toujours dans le combat, même dans l'associatif. Mais là, croyez-moi, s'il faut y aller, j'y vais. Mais non, on n'est pas une personne entre guillemets normale. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec Anthony. Bon, très intéressant. Si José, messieurs, vous nous avez éclairé parce qu'on avait besoin effectivement de vos lumières. Je persiste. Peut-être parce que vous avez peu parlé, Mickaël, mais juste une petite conclusion avec la sensibilité qui vous caractérise. Oh non, mais simplement, je trouve ça déjà très intéressant de voir qu'il y a un désaccord. Donc, en effet, il n'y a pas
une communauté générale qui pense la même chose. Il y a des individus qui ont leur sensibilité. Certains veulent qu'on les considère comme une catégorie à part, d'autres qu'on le voit comme une normalité, ou je dirais une disposition simplement un peu différente de la vie. Mais voilà, moi je trouve ça assez agréable en fait d'entendre Anthony qui nous parle de ça avec une forme de naturel et de décomplexe. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que je regarderais occasionnellement ou ponctuellement, parce que j'avais pas non plus envie d'en faire trop en disant je vais regarder passionnément comme certains qui se désintéressent du sport, mais quand on parle des personnes handicapées disent soudain qu'ils en deviennent passionnés. Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être presque vexant en fait. Bon, merci, donc, voilà. Merci. Alors merci Anthony Martin-Smith. Vous restez, vous restez pas avec nous là, vous y allez, mais demain on sera ensemble encore. Demain soir, on sera ensemble. Voilà, entre 19 et 20. Et juste Eric, je suis pas totalement en désaccord avec ce que vous venez de dire. On en reparlera. Bon, très bien. Et puis on reparle Eric, avec. Vous restez avec nous parce que. Oui. Alors Eric, on va jouer. Parce que vous êtes l'handicapé du jour, voilà. Non. À 18h05, c'était drôle ça. À 18h05, on reparlera aussi des Jeux paralympiques avec Clément. Bien sûr, évidemment. Et puis encore, focus demain 19-20h justement sur cette accessibilité, sur cette mobilité importante. Allez, vous restez avec nous parce que on joue. Et avec Eric donc. Voilà, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h55 sur Sud Radio, vous êtes avec nous et c'est l'heure de faire joujou, n'est-ce pas? On est toujours avec Eric? Toujours. Ah, alors Eric, c'est le quiz de l'été concocté par notre cher Frédéric Brindel. Pour ce fait, il vous faut choisir une de nos 3 vraies voix pour votre équipe. On vous écoute. Vous choisissez Naïma Mfadel, Mickaël Sadoun ou Nicolas Corato? Alors, par déduction, j'ai entendu que Mickaël était très fort, donc je vais... Oui, quel malin. Bon choix. Assurer ma réputation, c'est terrible ce que vous venez de faire. Alors, voilà. Donc... Alors, vous nous avez concocté évidemment un quiz thématique. Oui, alors je précise donc juste Eric et Mickaël contre Naïma et Nicolas, les 2 N. Ah non, vous n'avez pas compris. Je vais défier Mickaël. Oula, ça rigole pas. Mais ça c'est... Mais alors, je le prends très sérieusement, ça Eric. s'appelle le panache. Mais alors, avec qui êtes-vous alors? Avec Naïma? Je vais me mettre avec Naïma. Eh ben très bien, voilà. C'est un très bon choix. Avec plaisir. Mais c'est pas mal non plus. Nicolas, et du coup Nicolas Corato reprend un petit peu du poil de la bête en étant avec surtout Mickaël. que je vais gagner. Ouais. J'ai bien compris. Et je réponds à la question de Judith. Le thème de notre quiz, ce sont les messages des Jeux paralympiques à travers les chansons. Voilà. Allez, c'est parti pour l'extrait. Vous êtes tous prêts là? Et qu'est-ce on doit reconnaître l'interprète en écoutant la musique. Il nous faut l'interprète et la première des 2 équipes arrivée à 4 à gagner. Allez, c'est parti. Extrait numéro 1. Allez, courage. Jean-Jacques Goldman. Eric. Comme toi, Jean-Jacques Goldman. Il est beau ce message. Vous m'avez pas entendu. Oui, je vous ai entendu, Eric. Je vous jure que je vous ai entendu. Malheureusement, le Mickaël Sadoun. Je crois que j'étais légèrement fort. Et Nicolas Corato, il faut le dire aussi. Pas très loin. Je dis Goldman et non pas Jean-Jacques Goldman. Ouais, on peut dire que le nom de famille. Ça ne fait que 1-0. Allez, celui-là il est facile aussi. Extrait numéro 2. Ben Safaradi. Oh là 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 là. On se calme, Mickaël. On ne tape pas sur la table, s'il vous plaît, Mickaël Sadoun. Eric, je sais que vous l'aviez aussi. Désolé, Eric. C'est comme le beach volley. C'est comme. Et je rappelle, et le titre c'est Tandem, le tandem qui sera un des outils central, un outil central des Jeux paralympiques. Ouais, le tandem c'est toujours central. Voilà. Allez, numéro 3. Il fut un temps où j'étais comme vous malgré tout. Eric. Allez-y, Eric. C'est l'italien. Mano Solo. Non, il est pas italien. Naïma, vous pouvez jouer. Non, mais je sais, mais je cherchais. Allez-y, Eric. Mickaël Penn. Il est connu, mais je connais que lui, mais en effet, il a un nom à consonance. On vous dit le prénom et puis vous débarquez. Claudio Capéo. Claudio Capéo. Il est terrible. Ce Mickaël Sadoun. Bon, celui-là il va être facile aussi. Alors c'est balle de match, ça peut être 4-0. Attention. Attention. Celui-là il est vraiment facile. Numéro 4.
Ça, c'est France Gall. Oui, non, mais Vous n'allez pas assez vite, là. Oui. France Gall, Je vais résiste. le donner à Naïma et à Eric. il me sauve. Parce que Naïma, Il nous sauve. Vous êtes très gentil. Hein. C'est parce que vous voulez faire durer le plaisir. Voilà. résiste. Il a envie d'écouter Là la aussi, c'est un chanson beau d'après. message. Et bah, c'est la chanson d'après. Hein. C'est Gilbert Montagnier. C'est Michael. Mais Gilbert vous pouvez faire Montagnier. tourner les autres. Allez-y. Allez, les deux derniers Il est extraits content de pour se faire lui. plaisir. Rapidement, parce qu'on a 20 minutes de retard Allez. déjà sur l'heure. 20 minutes. Ouais, facile. Voilà. Il avait un joli nom. Nathalie. Ah, c'est Nathalie. Beko. Bravo. Oui, le guide aussi, très important c'est sur Moscou, les c'est Jeux pour moi. paralympiques. Allez, encore un. Chaque athlète aura son guide dans certaines disciplines quand il est non-voyant. Johnny Hallyday. C'est mon idole. C'est cul. Eric et Naïma, vous n'êtes pas famille, Eric et Naïma. Merci, Mika. Bon, il faut vite y aller là. en Il faut revanche. vite y aller. Allez, vous restez Merci avec Eric et Ouais, bravo. Merci, en tout cas, Eric. vous avez défié le king du blind test. Oh, le nous. prétend. Non, le king, il est derrière le poste là-bas, Maxime. On a 10 Défilé minutes de d'ours, retard. Maxime. On a 10 minutes de retard. Allez, c'est parti. 10 minutes. D'ailleurs, dans 10 minutes, c'est le tour On y de va. table de l'actu. Et puis, bah, restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et on vous rappelle nos vraies voix du soir. Naïma M. Fadel, Nicolas Corato et Mickaël Sadoun sont avec nous. Et tout de suite, c'est Vous avez la parole avec Clément Arion. Les vraies voix Sud Radio. Clément, vous recevez Renaud Goud, qui est journaliste spécialisé handisport et consultant France Télévisions pour ces Jeux paralympiques. Bonsoir Renaud. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Renaud. Bonsoir Frédéric. Alors Renaud, Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique, a annoncé l'objectif, le top 8 avec 20 médailles d'or. On avait fait 14e aux Jeux de Tokyo. Est-ce que c'est un objectif réalisable pour nos athlètes ? Oui, déjà c'est un objectif qui a été travaillé par toute l'équipe du comité paralympique des sportifs français. On rappelle le bilan des médailles se fait sur les médailles d'or et pas sur le total des médailles. C'est un objectif qui est tout à fait réalisable parce que déjà en paracyclisme et en paratennis de table, c'est deux sports qui vont être très pourvoyeurs en médailles d'or. Bon, on va pas faire le voyant ici, mais je pense que ces deux sports peuvent rapporter à eux deux entre 8 et 12-13 médailles d'or. Oui, Déjà. quand même. Voilà. C'est Et beau. ensuite, il y a 7 médailles d'or à aller chercher après. On peut compter sur l'escrime, on peut compter sur le judo, la natation, le para-athlétisme, peut-être un ou deux sports co. Donc, oui, le top 8 avec 20 médailles d'or, c'est jouable. Alors il y a la cérémonie ce soir. On va démarrer avec des épreuves demain. Et on démarre avec quoi demain d'ailleurs ? Quelles sont les épreuves qui commencent ? Alors, je connais pas tout le programme par cœur, mais à 8h30, il y a du para-badminton, il y a les premiers matchs de boccia également, donc c'est un sport spécifique handisport. C'est une épreuve vraiment comme le goalball qui n'est qu'aux Jeux paralympiques. Et puis, on démarrera tout le reste les premiers matchs de sport co également. Renaud Goud, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé handisport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes épreuves, les différentes spécificités En avec fait, les catégories. les Voilà, c'est ça. catégories de un handicap. grand spécialiste de parathlétisme avec qui j'ai eu l'occasion de commenter les championnats du monde l'année dernière. Il est C'est incollable. le copain de Frédéric. Pour être schématique, Renaud, sur les 3 ou 4 grandes catégories peut-être. Ouais. Alors, grosso modo, sur tous les sports individuels, vous avez différentes catégories de handicap qui peuvent être visuels, qui peuvent être liés à des amputations, à des paraplégies ou à des paralysies cérébrales. On va faire court. Et ensuite, sur chacune de ces grandes familles, vous avez des impacts du handicap qui sont plus ou moins impactants. Et donc, ça va créer, entre guillemets, des sous-catégories. Voilà. Alors, pour prendre le para-athlétisme, mais grosso modo, les autres sports ressemblent un peu au para-athlétisme. Vous avez des grandes familles, donc déficiences visuelles, infirmes moteurs cérébraux, les fauteuils, les amputations. Et au sein de ces catégories, prenons les déficiences visuelles, vous avez non-voyants, malvoyants profonds, malvoyants légers. Et donc, pour l'ensemble des familles de handicap, vous avez donc des sous-catégories. C'est à peu près le cas pour l'ensemble des autres sports. Ce qui fait que par rapport au sport valide, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de catégories, donc beaucoup plus de médailles à aller chercher. Pour faire très court, sur le para-athlétisme, hommes et femmes, il y aura 29 finales de 100 mètres. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc,
Plus d'une Voilà, donc vingtaine c'est de finales de énorme. 100 mètres. Ouais. Mais comme disait Samy El Guedari, qui est sur Paris 2024 et au CPSF, c'est 29 fois plus de plaisir que 200 mètres valides hommes et femmes. Voilà. Renaud, on a déjà eu l'occasion d'en parler parce que c'est un débat qui suit le paralympisme. C'est le plus gros challenge, c'est de faire comprendre aux spectateurs, aux téléspectateurs les différentes catégories. Ça, c'est le gros challenge parce que quand on est sur une compétition dite valide, tout le monde part à égalité. Là, il y a des handicaps de points, de notes. C'est ça le gros challenge. Alors, vous avez raison, mon cher Frédéric, et en même temps, je vais pas être 100% d'accord avec vous non plus. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que je vous connais. Voilà. Oui, il va falloir faire comprendre que, en effet, les para-athlètes et parasportifs que l'on va voir pendant une dizaine de jours sont classifiés et donc ont des catégories pour que la compétition ne soit pas la plus juste possible, mais la plus équitable possible. Voilà. Mais après, j'aurais tendance à dire, il va pas falloir aller très très loin non plus dans l'explication parce que gardons l'émotion du sport. Voilà. Si vous êtes amoureux du parathlétisme, du volleyball ou de l'escrime, laissez-vous porter par l'émotion que ces sportifs vont pouvoir amener. Et donc, dans ce sens-là, il y a deux critères de haut niveau. Il y a le haut niveau de toutes ces personnalités qui ont une histoire derrière elles. Et c'est énorme déjà d'arriver à participer à des Jeux paralympiques. Et puis après, il y a le deuxième haut niveau, c'est le niveau de la performance. Certains vont être champions, d'autres vont être déçus, d'autres vont conquérir quelque chose sur lequel ils n'étaient pas favoris. On doit pouvoir les critiquer, on doit pouvoir les encenser. Et donc, si on ne s'intéresse pas forcément au paralympisme, on n'a pas le droit de s'interdire d'être porté par l'émotion que peut-être on va avoir devant nos écrans ou à la radio. Renaud Good, petite dernière question, les favoris à suivre, qui va être la star de ces Jeux côté français? Alors, côté français, je pense que Alexandre Quincan... triathlon. Voilà. L'un des deux porte-drapeaux de ce soir avec Nantenna Keita devrait être l'une des stars. On va surtout aussi aller du côté du paracyclisme avec Alexandre Léoté, qui peut tout à fait devenir aussi l'homme du vélodrome de Saint-Quentin. Hugo Didier, Alex Portal en paranatation. L'équipe de paratennis de table est très forte avec Fabien Lamiro et tout comme Kassonkou. J'espère que Timothée Adolphe en parathlétisme saura être au rendez-vous également. Et puis, il y a le festi-foot, il y a le rugby fauteuil, il y a le basket fauteuil, des sports co, et il y a aussi d'autres noms que j'ai oublié de vous dire, mais il y a beaucoup de sports dans les sites des Jeux Olympiques. Ouais, ça va être génial. Aussi, ouais. hein. Et dernière petite chose aussi, il y a un mois, il y avait que 800 000 billets qui avaient été vendus sur les 2 500 000, on en est à 2 millions. Donc il y a eu un effet Jeux Olympiques. Bravo. Et les 500 000 qui restent, je dirais, bon, on est au Stade de France pour le parathlétisme. C'est compliqué de remplir 50 000 places parce que je pense que les 30 000 du dessus ne sont pas à vendre. Mais en tout cas, c'est un vrai succès au niveau de la billetterie, au niveau populaire. Et je pense sincèrement qu'avec les premières médailles qui vont arriver très vite, parce que je pense que la délégation française peut avoir entre 70 et 80 médailles, on va dire ça comme ça. Je pense qu'assez rapidement, les Français vont pouvoir découvrir d'autres sportifs qui ont un handicap, mais qui sont des sportifs avant tout. Merci Renaud. On va suivre ça. Alors évidemment. Renaud Good, on rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en e-sport et consultant France Télévisions pour ces Jeux paralympiques. Ouais, ça sera très important parce qu'en fait, il faut savoir raconter ces sports et quelqu'un comme Renaud va être ou excellent. un passionné comme vous, sinon aussi. Ah oui, mais moi je ne fais pas partie de cette maison, madame. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est dans pas longtemps du tout et c'est des sujets importants, donc surtout vous restez là. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Le tour de table de l'actu des vraies voix de l'été continue, n'est-ce pas? Avec Mickaël Saodoun qui a hâte de retrouver l'équipe de la semaine prochaine. Mickaël Saodoun qui est très heureux cet été avec nous. Il est très heureux. Bien sûr. Allez, on commence. Bon, il y a aussi Naïma M. Fadel et Nicolas Corato avec vous. Et puis on commence par Naïma M. Fadel, votre tour de table d'aujourd'hui. Allez, tour de table. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Naïma M. Fadel, votre tour de table, c'est la lutte, c'est votre sujet. La lutte contre l'antisémitisme doit être une cause nationale. Oui, parce que effectivement, notre pays a, notamment nos compatriotes de confession juive, ont connu un antisémitisme
on va pas remonter trop dans le temps, mais on pourrait rappeler les attentats terroristes commis par Mera, etc. Mais ce qui m'a le plus en fait sidéré, c'est l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre, depuis le pogrom qui a eu lieu en Israël. Et que ce sujet effectivement du conflit Hamas-Israël ait été importé en France et qu'il a conduit à des actes antisémites contre nos compatriotes de confession juive, ça m'est vraiment insupportable. Et qu'aujourd'hui de savoir que nos compatriotes sont obligés de cacher leur judéité, masquer leur nom, devoir changer aussi, ne plus mettre de kippa, cacher leur étoile de David, mais insupportable. Et je trouve que cette situation est extrêmement grave. Ce n'est plus un fait divers, c'est un fait de société aujourd'hui. J'en veux pour preuve aussi l'incendie de la synagogue à la Grande Motte. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement, le président de la République doit se saisir de cette question, qui est une question aussi de cohésion nationale, de devenir ensemble et engager la société tout entière. Il faut qu'il y ait un sursaut national. Et pour moi, il faut qu'il en fasse une cause nationale aujourd'hui, que cette cause nationale responsabilise notamment nos politiques qui ont failli, certains. Je voudrais citer LFI, qui en a fait quand même du conflit Hamas-Israël. Ils en ont fait le sujet de la campagne européenne et de la campagne des législatives, alors qu'on était quand même que dans absolument pas de sujet qui nous concernait, en tout cas directement. Ils ont aussi promu une personne qui se revendique avant tout comme palestinienne avant de se considérer comme française. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut un sursaut qui engage tout le monde, qui rappelle aussi la responsabilité, qui engage aussi les représentants du culte, et notamment du culte musulman. Et puis voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important et je crois qu'il faut se réveiller aujourd'hui parce que le pire est à venir. Et quand je vois qu'aujourd'hui certains me disent qu'ils ont voté LFI tout simplement en raison du conflit Hamas-Israël, eh bien, écoutez, ça m'est vraiment insupportable. Nicolas Corato, on le rappelle, vous êtes de gauche, c'est un vrai malaise à gauche, hein ? Comment ça à gauche, un vrai malaise? Mais il y a un malaise dans toute la société sur l'antisémitisme. Non, mais parce que Naïma M. Fadel vient de parler de la position d'LFI, et j'ai cru comprendre que le socialisme n'était pas d'accord. Je vais parler de la gauche, mais d'abord, je trouve que ce serait une bonne idée effectivement de déclarer l'antisémitisme cause nationale, même si moi j'ai toujours l'impression que ça a toujours été une cause nationale, en tout cas dans l'esprit. Pour l'État, oui. Pour l'État, non, mais si on a défini un délit spécifique sur l'antisémitisme qui dépasse le racisme, c'est justement on considère bien la spécificité de l'histoire du peuple juif en France et des atrocités qu'il a pu y vivre. Donc effectivement, il y a une histoire profonde entre la France et cette notion d'antisémitisme. Moi, je suis comme vous, je condamne toute importation des conflits extérieurs dans les politiques internationales. Je considère qu'LFI a fait une faute morale en important ce conflit dans la campagne, notamment aux européennes, et on peut en discuter de manière très normale avec eux. Après, je vais vous dire une chose. Moi, je ne supporte pas que dans ce pays, une quelconque personne puisse avoir peur de faire état de sa confession, de ses opinions politiques, quelles qu'elles soient. Et ce qui se passe aujourd'hui pour nos compatriotes de confession juive qui expriment une peur et une inquiétude réelle est un vrai sujet, qui touche tous les citoyens, quelle que soit leur orientation politique. Enfin, moi je n'accepte pas le procès en antisémitisme qui est fait à la gauche aujourd'hui. Et je le dis très clairement, dans ce pays, historiquement, la gauche a toujours été au rendez-vous de la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est inacceptable aujourd'hui de faire un amalgame entre les électeurs, les sympathisants de gauche et quelques acteurs à gauche, mais il y en a aussi à droite et à l'extrême droite, qui sont très clairement antisémites et il faut les dénoncer. Mais de venir dire que la gauche serait devenue antisémite,
Et je pense que il y a une longue tradition d'antisémitisme à gauche. Il y a une tradition d'antisémitisme à gauche. Comme il y en a une à droite. Le parcours de Jean Jaurès est très intéressant. Le parcours de Jean Jaurès est intéressant. Qui lui-même a reconnu que Clémenceau, pareil. Il y a un certain nombre de collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale qui venaient de la gauche et qui sont précisément passés à la collaboration par pacifisme. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Ce que je veux dire, c'est que la gauche n'est pas exempte. Non, mais la gauche n'est pas exempte. La gauche n'est exempte de rien. La gauche n'est exempte de rien. Mais dire qu'aujourd'hui, la gauche en France est antisémite, ça c'était quelque chose d'inacceptable. Moi je dis qu'elle surfe sur l'antisémitisme. Mais c'est encore pire. Qui vient d'une autre rencontre. Excusez-moi. Et ça finira par remonter. Est-ce qu'on peut remettre les choses au clair? Qu'est-ce que c'est la gauche? Parce que c'est large aujourd'hui, on est d'accord. Je vais désigner. Donc attendez, permettez-moi si vous permettez. Donc on parle d'LFI, LFI sont taxés d'antisémitisme, clairement ils le sont. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du PS? Est-ce qu'on peut parler des écolos? Est-ce qu'on peut les mettre au même niveau? Parce que la gauche c'est quand même très large. Je les mets pas au même niveau, mais quand on se place dans une alliance et qu'on demande l'aval de LFI et qu'on a un programme commun avec eux et que la seule chose dont on se contente, c'est que LFI finisse par reconnaître au terme d'une lutte acharnée que les actes du 7 octobre étaient terroristes, ça me semble un peu maigre comme engagement contre l'antisémitisme. Donc vous parlez du NFP. Je mets globalement tout le NFP dans cette case-là. Je ne les vous considérez que tous les électeurs du NFP sont antisémites. Non seulement je ne considère pas ça, et je ne considère même pas que les élus individuellement le sont. Je dis qu'ils profitent d'une certaine immigration qui charrie avec elle une culture dans laquelle les juifs étaient minorés et déconsidérés, et qu'ils se servent de ce fonds culturel pour constituer leur électorat. Vous ignorez toute la gauche. L'importation. Nicolas, vous avez quand même eu. C'est grave ce que vous dites. Mais je vous laisse le dire. Je le maintiens. La fréquence à laquelle ils ont parlé de ce conflit. Oui, je suis pas sûr que ce soit le bon objet pour lutter contre l'antisémitisme, d'avoir ce genre de débat complètement stérile. Moi, si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, je suis l'Union nationale. Naïma El Fadel, laissez-la juste répondre. Non, mais j'ai pas pu répondre complètement. S'il vous plaît, quand même. On est limité en temps. C'est une cause qui me tient à cœur. Je sais, Michael. La fréquence à laquelle ils ont parlé de ce sujet, cette cause. Et le vocabulaire qu'ils ont employé. Quand on accuse un peuple d'être génocidaire, on accuse ses soutiens ici de soutenir un génocide. Et on fait donc planer sur un peuple d'être génocidaire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, si vous me permettez, messieurs, le sujet, c'était la lutte contre l'antisémitisme doit être une cause nationale. C'était ça le sujet. Alors moi je ne sais pas à quoi ça sert. Donc nous conclurons là-dessus, mais très rapidement, Naïma. Non, mais écoutez, voilà, je fais un appel, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur les plateaux, et après dire, non, parce que ça ne sert peut-être à rien. Enfin, moi, je souhaite vraiment que ce soit une cause nationale et que les élus soient poursuivis s'ils importent des conflits tels que le conflit Hamas-Israël. Merci. Okay. Allez, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix, c'est dans un instant. Ça revient. Ça chauffe. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le tour de table de l'actu des vraies voix continue avec un sujet tout aussi chaud, plus ou moins, que celui qu'on vient d'aborder. C'est au tour de Nicolas. Voilà. Vous avez votre coup de cœur, vous, pour le dernier livre d'Aurélien Bélanger, Les derniers jours du Parti Socialiste. Oui, c'est une fiction, on est d'accord. C'est un roman. Oui. Et je voulais surtout rendre un hommage aux qualités littéraires d'Aurélien Bélanger, qui est un jeune écrivain qui maintenant en est quasiment à son 15e ouvrage et qui notamment avait écrit un très très beau livre qui s'appelle Le Grand Paris, où il racontait les pérégrinations d'un jeune conseiller élyséen qui mettait en place le Grand Paris sous un président qui ressemblait atrocement à Nicolas Sarkozy. Je dis atrocement parce qu'il était décrit de manière assez atroce dans le livre. Et donc Aurélien Bélanger est un des rares écrivains, peut-être avec Marc Duguin, qui arrive en France à traduire en roman l'atmosphère de l'exercice de l'État ou du pouvoir politique. C'est assez rare, c'était très difficile comme exercice. Depuis Balzac, il y a très peu d'écrivains qui sont arrivés à rendre finalement fictionnel le pouvoir politique contemporain. Aurélien Bélanger y arrive, et dans ce dernier roman, Le dernier jour du Parti Socialiste, il raconte l'histoire de plusieurs personnages qui sont des personnages de fiction, mais qu'on peut rattacher à des personnages qui ont existé. C'est une fiction docu, qui, il y a une dizaine d'années, aurait, selon Aurélien Bélanger, finalement tué le Parti Socialiste, tué la gauche, et il met notamment en exergue un mouvement du 9 décembre qui ressemble comme deux gouttes d'eau au printemps républicain. Vous savez, le printemps républicain, c'était ce mouvement issu de la gauche et qui avait décidé de mettre en place une ligne doctrinaire
complètement différente sur le schéma de la laïcité, considérant que il fallait une laïcité de combat, une laïcité peut-être plus d'interdiction et de contrainte que la laïcité de la loi 1905, celle qui se basait d'abord sur la liberté de conscience. On a souvent des débats sur ces sujets-là. Je veux pas le réouvrir parce que déjà on a fait un. Oui. Mais je dis à tous ceux qui s'intéressent à la littérature, au pouvoir politique, à la politique, et puis à ces débats contemporains, notamment sur la place de l'islam en France et sur l'évolution de la gauche par rapport à ces sujets, de se jeter sur ce livre. Ils y passeront un bon temps. Ils s'énerveront peut-être. Ouais. Ils deviendront peut-être hystériques. Ils deviendront peut-être nostalgiques d'une gauche qui, à mon sens, a un peu disparu. Mais en tout cas, ils passeront un bon moment littéraire et politique. Bon, voilà. Vous êtes sur la littérature, Mickaël Sadoun est sur la télévision. Oui, tout à fait. Vous, Mickaël, voulez nous parler de l'annonce du retour. On ne débat pas sur... non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Okay. L'annonce du retour de TPMP, donc une émission qui crée l'événement. Hein. Oui, touche pas à mon poste. Absolument. Bah alors, je sais que ça va faire des désaccords sur ce plateau, mais c'est tant mieux. Il y a eu donc l'annonce de la rentrée de TPMP avec comme premier invité Cyril Hanouna lui-même. Ça fait évidemment suite à la suppression de C8 de la TNT. Je pense que le débat va être très intéressant, puisque j'entends déjà des rires dans la salle. Mais qui le présente alors ? Ça dit aussi, c'est Laurence Ferrari. Ça dit quelque chose aussi du phénomène de société qui est devenu cette émission, puisqu'à la base c'était quand même une émission qui devait commenter la télévision, et étant devenue elle-même un phénomène de télévision, elle va finir par se commenter elle-même. C'est Laurence Ferrari qui prend la place de Cyril Hanouna pour interviewer Cyril Hanouna, qui est en fait l'invité de sa propre émission. Pour l'émission reprise. Mais elle est passée ou c'est lundi prochain ? Bien, hein. C'est le 2 septembre. C'est le 2 septembre, d'accord. Donc, moi je trouve que évidemment cette émission, mais c'est même pas sujet à débat, je crois, est un phénomène de société. Ça tient évidemment au style de Cyril Hanouna. Personnellement, il y a quelques années, j'y étais relativement réticent, mais je trouve qu'avec le shift qu'il a fait sur la politique, désolé de vous dire qu'il a amené beaucoup de personnes vers l'actualité qui ne s'y intéressaient pas avant, mais je le maintiens. Il fait des audiences évidemment qui sont records et qui n'égalent pas les audiences des chaînes d'infos. Judith Belair, vous pouvez rire. Moi, je Par ailleurs, je considère que Face à Baba en 2022 était une des meilleures émissions politiques de la présidentielle de 2022 et qu'elle équivalait largement celle qu'on voyait sur le service public et qui sont tenues par des gens qui ont évidemment des diplômes et des tampons. Donc voilà, en plus de ça, je trouve qu'il y a dans ces émissions, alors on peut ne pas aimer et on peut changer, chacun est libre de le faire, un esprit irrévérencieux. Moi qui n'ai pas connu les radios libres, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Il y a un nous contre le reste du monde qui me plaît bien et je dirais un esprit impertinent qui me rappelle l'esprit Canal, et c'est pas un hasard si c'est dans le groupe Canal. Donc maintenant le débat est ouvert, mais ça s'arrêtera en février prochain. En février prochain, je trouve ça assez dommage. Ou alors pas, puisque ça peut être repris sur une autre chaîne. On verra bien. Et ben voilà, la suite, non, le tour de table de l'actu des Merci Vrais Voix les Vrais Voix pour ce tour de table. Merci à vous trois. Le coup de projecteur, c'est dans un instant. Après avoir conclu ses rencontres avec les membres du parti Les Républicains, Emmanuel Macron va entamer des entretiens avec des personnalités indépendantes pour le poste de Premier ministre. Le profil du futur Premier ministre se précise lentement, mais des incertitudes persistent en raison des blocages des partis politiques. Aucun parti politique ne semble partant, et le président n'est pas partant pour les partis qui l'étaient. En fait, Matignon respire le vide et la politique française, la crise. À force de ne plus pouvoir cohabiter, la classe politique s'éloigne et la solution d'un Premier ministre hors clivage se pose. Nous vous posons la question. Le futur Premier ministre doit-il être issu d'un parti politique ? Et on vous la pose sur le compte X de Sud Radio. Alors c'est serré, chers auditeurs. Vous dites oui à 47%, donc non à 53%, c'est logique. Vous pouvez nous appeler évidemment au 0826 300 300 pour participer au débat. Ouais, et ça sera entre nos trois débatteurs, trois avis différents. Et là, vous avez le temps. Je peux vous le dire, faites-nous rêver. On va vous donner la parole en premier, Mickaël. Allez, je m'oppose à Nicolas Corato. Faites-le parler avant, quand même. Je vais demander Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h41 sur Sud Radio, c'est l'heure du coup de projecteur. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Après avoir terminé ses entretiens avec les membres compatibles du parti Les Républicains, Emmanuel Macron se penchera sur des candidats individuels qu'il envisage pour le poste de Premier ministre à Matignon. Le profil du futur Premier ministre commence à se dessiner mais reste encore très flou et incertain, on le sait. Chaque parti politique met en avant ses propres conditions, ce qui complique encore davantage le processus de sélection. Qui veut devenir Premier ministre? Appelez-nous au 0826 300 300 si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez envoyer un ami à Matignon. Mais si c'est un ami, dites-lui quand même que ça ne sera pas simple, voire destructeur. Et la liste des politiques potentiellement nommés rapetisse à grande vitesse. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Le futur Premier ministre doit-il être issu d'un parti politique? Et c'est serré, Judith Belair. C'est très serré, oui. Vous y répondez non à 54%. Donc le oui est passé à 46%. Ça a bougé de 2% depuis tout à l'heure. Vous continuez à voter, vous nous appelez, vous réagissez évidemment. Voilà. Et pour en débattre, Naïma Fadel, chargée de mission politique à la ville et essayiste. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République et... Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Alors, tiens, on va commencer par vous, Michael. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il doit être issu d'un parti politique, ce futur Premier ministre, ou est-ce que ça peut être juste une personnalité qui rassemble? Bon, je pense qu'une personnalité qui rassemble, ça n'existe pas. Parce que il faut accepter en politique, je crois, la division. Le débat est sain et l'aspiration à rassembler en permanence, je crois, être anti-politique et je n'aime pas ça personnellement. Ensuite, est-ce qu'il sera issu d'un parti politique ou pas? Je pense que ça fait pas vraiment d'importance. On est dans un contexte où, Nicolas l'a rappelé, le Parlement va certainement pas beaucoup avancer cette année sur des projets de loi, où les choses se feront majoritairement par décret. Il y aura probablement pas de changement majeur dans la politique. Donc le gouvernement tiendra, je pense, majoritairement le ministère de la parole. Or, je constate, de par le résultat des élections, mais je parle en valeur absolue et non pas en accord d'appareil, que le pays est plutôt à droite. Donc, j'imaginerais une personnalité qui fait des déclarations qui vont plutôt dans le sens d'une certaine autorité dans le pays. Et puis, il n'est pas impossible que des projets de loi finissent par passer, pourvu qu'elles trouvent un petit peu l'aval aussi de la droite. Je pense par exemple à Nicole Belloubet, qui n'est pas vraiment une personnalité de droite, qui a dit qu'elle voulait interdire les smartphones. Ministre de l'Éducation nationale démissionnaire, qui a proposé d'interdire les smartphones, je crois, au collège ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est une mesure qui peut mettre à peu près tout le monde d'accord. En tout cas, je vois pas la droite voter contre ça. On en a parlé hier, c'était pas évident pour tout le monde. Donc ça peut avancer sur ce genre de sujet, mais bon, on verra bien. Alors, vous dites que la France est plutôt à droite. Nicolas Corato, c'est ce qu'a dit l'urne, enfin, c'est ce qu'ont dit les urnes aux dernières législatives. C'est intéressant, je me délecte parce que si considérer qu'aujourd'hui la France est plutôt à droite, c'est additionner les résultats de l'extrême droite, de la droite et de ce qu'on peut appeler l'extrême centre. Et c'est intéressant parce que ça préfigure un peu ce qui va ou ce qui risque de se passer, vu de mon point de vue, c'est que on va assister finalement à un président en exercice qui va conserver non pas le pouvoir à Matignon, mais finalement une forme de programme avec l'abstention de l'extrême droite qui permettra à un gouvernement de droite qui mènera à peu près la même politique que M. Macron a menée depuis maintenant 7 ans et qui lui permettra de ne pas remettre en cause ni ses grandes réformes et certainement pas d'appliquer des réformes sociales que peuvent attendre une partie, peut-être minoritaire, mais une partie importante des Français, en tout cas ceux qui ont fait que le NFP était arrivé en premier dans l'ordre des forces politiques aux élections législatives. Et ça ressemble furieusement à ce que Johan Chapoutot décrit très bien, l'alliance du bloc bourgeois. Et qui est Johan Chapoutot? Johan Chapoutot, un chercheur en sciences politiques, qui décrit très bien l'alliance des libéraux et de l'extrême droite, qui historiquement a toujours fonctionné pour permettre et pour empêcher, l'arrivée de réformes sociales. Donc, on est, je dis pas qu'il faut comparer nécessairement les époques, mais on est un peu dans un système où se préfigure un gouvernement qui permettra à M. Macron finalement de ne rien changer. C'est le guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Donc M. Macron a renversé la table pour finalement préserver
ses réformes, ses orientations politiques, la politique de l'offre en manière économique, le tout, il faudra le dire, il faudra le reconnaître, avec l'abstention généreuse et bienfaisante de l'extrême droite. Bon. Naïma M. Fadel, vous pensez qu'il faut que tout change pour que rien ne change? C'est ça la politique d'Emmanuel Macron? Oui, je pense qu'il est dans cette stratégie. Après, il a bien été aidé beaucoup par notamment la coalition de gauche. Le nouveau Front Populaire a bien aidé. Quand au premier tour, il y avait une demande de clarification qu'on pouvait attendre, au deuxième tour, ça a été la coalition qui s'est faite parce que, comme ils disent souvent les gens de gauche, ils disent nous on fait de la politique. Donc eux ils ont fait une coalition, parce que cette coalition aurait pu être faite par les gens de droite aussi. Bien sûr. Parce que quand on voit LFI et puis le PS, on voit bien qu'il y a des différences majeures. Mais ce qui on peut regretter, c'est effectivement le front qui s'est mis en place. Alors un coup contre le RN, un autre coup par la suite contre LFI. Ça on peut le regretter parce que je pense qu'il aurait fallu laisser les gens voter comme ils le souhaitent. Vous regrettez le front républicain? Moi, vous savez, je vais être honnête avec vous. Moi, je ne dirais la même chose que si c'était contre LFI. Vous voyez, je n'aime pas cette tambouille. Donc, si on fait un front républicain contre le RN, je ne le supporte pas parce que pour moi, ce sont des élus. Certains sont maires, députés, etc. Et soit ils sont dans l'arc républicain, soit ils ne le sont pas. Et dans ce cas-là, ils ne doivent pas se présenter aux élections. Et je dis la même chose concernant LFI. Je ne supporterai pas qu'il y ait un front républicain contre les filles. D'ailleurs, j'étais la première à dire que en nombre de sièges, la coalition Nouveau Front Populaire est arrivée en premier. Moi, je souhaitais qu'il y ait un Premier ministre nommé. Maintenant, vu la tambouille qu'il y a, je pense que la seule solution qu'on a pour sortir de cette situation, c'est qu'il y ait un haut fonctionnaire, genre un préfet, profil donc préfet. Vous êtes pour. En fait, la question, faut-il un président issu, un Premier ministre issu des partis politiques? Vous dites non. Moi, il faut un préfet, un haut fonctionnaire qui peut et gérer le pays jusqu'à la prochaine dissolution, parce qu'il y aura une prochaine dissolution. C'est vraiment le beau profil, ça. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une mise sous tutelle Raymond de la Barre démocratie. oui. Pardonnez-moi, mais si on a fait voter les Français. On peut pas dire que le nouveau Front Populaire se soit imposé démocratiquement, magnifiquement. Pardon, mais en quoi le nouveau Front Populaire est antidémocratique? Mais c'est une coalition extrêmement fragile qui ne tient que pour les élections et qui déjà se décompose. Ça les rend pas antidémocratiques. C'est donc une majorité relative qui ne les rend pas antidémocratiques. Mais le sujet, c'est faire voter les Français pour arriver à nommer un préfet à Matignon. Enfin, autant. Oui, mais il n'aurait pas fallu faire la tambouille du deuxième tour, parce que ça, c'est antidémocratique. Là, Naïma, c'est un choix très technique pour le coup. Vous auriez pu choisir, par exemple, un grand patron. C'est drôle que vous qualifiez les choses d'antidémocratiques quand les résultats ne vous conviennent pas. Oui, mais alors là, si vous permettez, est-ce que je peux faire mon travail ou pas? Est-ce que je peux faire mon travail? Voilà. Donc, si vous permettez, on va aller au 0826 303 puisque nous avons Philippe qui nous appelle de Narbonne et qui a envie de réagir. On vous écoute, Philippe. Bonsoir. Philippe, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Écoutez, oui, il nous faut un Premier ministre. Moi, je me propose. Vous avez répondu à mon appel. Merci, Philippe. Allez, on vote pour vous. Quels sont vos avantages? Alors, écoutez, le bon sens. Le bon sens. Voilà. Alors, dites en plus, quand même. Non, parce que là, franchement, je crois qu'on a dépassé, Monsieur Macron a fait le cercueil de la politique politicienne, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes engagé politiquement? Est-ce que vous faites partie d'un parti? Écoutez, oui, je faisais partie d'un parti, les Patriotes, mais je n'ai pas renouvelé parce que, comme tout parti politique, il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, le pouvoir. C'est tout, d'accord? Par contre, les questions de bon sens, que faut-il faire pour l'économie, que faut-il faire pour la santé, que faut-il faire pour l'énergie, que faut-il faire pour tout ça, ça par contre... Là, il n'y a plus personne qui, a du bon sens, et tout le monde réagit par rapport à ses propres intérêts et puis par rapport à surtout, comment je vais faire pour me faire élire ou comment je vais faire pour avoir le pouvoir. Donc tout ça en France, moi à mon avis, ça suffit quoi. Voilà, il faut reprendre du bon sens. Et écoutez, s'il y a des problèmes économiques, je pense que les industriels et les gens qui sont en profession libérale et tout ça savent ce qui doit être fait et on doit prendre conseil auprès d'eux. Pour la médecine, c'est pareil. Pour la justice, c'est pareil. Pour l'éducation, c'est pareil.
Voilà. Bon, vous venez de créer le PBS, le Parti du Bon Sens, Philippe. Le Parti du Bon Sens. Voilà, très bien. Merci de m'aider dans l'acquisition de ma future fonction. Merci Philippe de votre appel, super. Alors, les vraies voix, je voudrais quand même citer Rachida Dati, qui on le sait est de droite, qui est ministre démissionnaire de la culture du gouvernement Macron, qui parle de coalition. Elle dit « J'en appelle aux femmes et aux hommes d'État de ma famille politique à participer à cette coalition », elle a plaidé, ajoutant que cette alliance pouvait aller jusqu'aux sociaux-démocrates. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Courateau ? J'ai écouté comme vous Laurent Wauquiez qui sortait de son deuxième rendez-vous avec Monsieur Macron et j'ai pas l'impression que ça en prend le chemin. J'adore, je ne sais pas si Madame Dati très écoutée dans son ancien camp politique. J'ai pas l'impression qu'elle soit très considérée et qu'elle les irrite plus qu'autre chose. Ça se comprend. Donc, je vous remercie en tout cas de me poser une question sur l'état des déliquescents de la droite. C'est très politique. Et vraiment, c'est le cadeau de la fin de l'émission et je le prends, mais je vous remercie. Non, il faut noter quand même que Monsieur Macron, je vais le redire, finalement, Emmanuel Macron n'a d'autre choix que de s'assurer de la neutralité du Rassemblement national pour mettre en place un gouvernement de son choix et qui préserve ses options politiques. Ça veut dire quoi, la neutralité du Rassemblement national ? Que le Rassemblement national ne vote pas de motion de censure. Et donc là, je pense que la recherche actuelle du président de la République, c'est de chercher cette alchimie-là, mais il faudra assumer finalement de demander au Rassemblement national de prendre un engagement de soutien même passif au gouvernement. Et ça, Mickaël Sadoun, ça passe forcément par quelqu'un qui est étiqueté politiquement ou pas par rapport à cette démarche en direction du RN ? En tout cas, ça demande quelqu'un qui n'est pas étiqueté politiquement de la tendance de Nicolas, quoi. Donc donc de la gauche. Voilà, donc plutôt de la gauche ou en tout cas de cette gauche. Je pense à la limite, je pense qu'un Bernard Cazeneuve pourrait convenir. Je vous dis la vérité. Qui est donc de gauche. Il verrait pas face à lui une motion de censure votée par à la fois le NFP et le Rassemblement national. Donc lui qui vient plutôt de la gauche, oui, en effet, je pense que ça pourrait mieux passer. Pour le reste, je trouve que, parce que Nicolas le commentait, la stratégie de Laurent Wauquiez, moi je la trouve plutôt bonne pour lui. C'est-à-dire qu'il voit le navire en train de couler, il est hors de question qui se place dans un gouvernement qui ne pourra pas gouverner ou dans une opposition dans laquelle il ne pourra pas justement s'opposer. Donc, et moi, je trouve qu'il est dans un bon calcul politique pour sa famille politique. Pourtant, on avait dit les femmes et les enfants d'abord, pour le et puis surtout qu'il propose un pacte législatif, donc il montre quand même une volonté d'avancer sur les sujets sur lesquels la droite a envie d'avancer, à savoir l'autorité, une certaine libération de l'économie, etc. Naïma Mfadel. Cette coalition avec la Macronie, cette coalition avec la Macronie, elle avait déjà été avancée en 2022. C'était Nicolas Sarkozy qui avait travaillé à un rapprochement. Il voulait même une coalition gouvernementale. Voilà. Mais donc à ce moment-là, les LR ont rejeté complètement cette proposition. Mais moi, à la différence de vous, cher Mickaël, je pense que ça aurait été une bonne idée, parce que les LR ne seraient pas dans cette situation qu'ils sont aujourd'hui, où ils sont en train clairement, ils ont explosé, ils sont en train de disparaître, parce qu'ils n'ont pas encore réglé aussi leur querelle entre le clan. Enfin, ils sont divisés en deux. Donc, moi, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on a dit un politique ou pas un politique. Vous dites Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, c'est un politique. Il est estampillé Parti socialiste. Donc, il faut quand même quelqu'un de gauche. On est bien d'accord, parce que la majorité relative est de gauche. Ou alors, il faut absolument pas quelqu'un de gauche, parce que l'arc opposé ne veut que de la droite. Dites-nous, c'est quoi entre le centre-gauche et le centre-droite, une personnalité qui soit plutôt peu clivante, je dirais pas rassembleuse entre guillemets, mais plutôt peu clivante. Mais quelqu'un qui a une étiquette politique, quoi qu'il en soit. Pas nécessairement. De toute façon, je vais vous dire, dans les hauts fonctionnaires, ils ont tous servi à un moment donné un gouvernement ou un autre, donc eux aussi ont une étiquette politique. Si je vous parle du directeur de cabinet de Gabriel Attal, Emmanuel Moulin, que je trouve d'une excellente qualité intellectuelle et qui pour moi pourrait être un postulant à ce poste-là, il est plutôt étiqueté à droite parce qu'il a été conseiller Nicolas Sarkozy, plus de Bruno Le Maire. Donc, quand si vous êtes lui un haut vous fonctionnaire, êtes ministre, vous je avez comprends. quand même une étiquette politique. Naïma Mfadel. Écoutez, moi je vous l'ai dit, un haut fonctionnaire, je pense que ça peut être la solution. Après, si on tient compte de la représentation au niveau Assemblée nationale, moi je suis complètement dans l'objectivité. Il faut que ça revienne à quelqu'un plutôt de gauche. Faut être honnête. Enfin, je veux dire, moi je suis légitimiste, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont décidé aussi de changer la donne. Écoutez, aujourd'hui, c'est
un pacte avec LR. Mais vous voyez, les hommes politiques, Pour conclure, les hommes et les Nicolas. femmes politiques se pressent pas pour aller chercher le job de C'est Premier moins qu'on ministre. puisse dire. Donc Ouais. imaginez les femmes et les hommes de la société civile. On a parlé de l'actuel patron de Renault, mais qu'irait-il faire dans cette galère? Vous Pourquoi quittez abandonner vos millions une par an entreprise pour, internationale? pour, C'est même pas une question de millions, de salaire. C'est pourquoi quitter une entreprise internationale qui a des projets stratégiques très ambitieux pour aller risquer d'être Premier ministre, parce que ça peut durer 48 heures. Une motion de censure, c'est 48 heures. Merci à les vraies tous voix. pour ces échanges musclés, tendres à la c'était fois. bien. Voilà. Ça, c'était J'espère que l'auditeur a apprécié. C'est lui le roi. Allez, merci beaucoup. Donc on vous rappelle quand même à qui vous étiez ce soir. On était avec Mickaël Sadoun, qui est chroniqueur et consultant Merci. pour Sud Radio, mais pas que d'ailleurs. Avec Naïma M. Fadel, qui est essayiste, on le rappelle, et spécialiste de la politique de la ville, Et chargé de Nicolas mission. Corato, président du think tank Place de la République. Merci à tous les trois. Chers auditeurs, vous restez avec nous parce que juste après, ce sont les vraies voix qui continuent, le 19-20h. Alors on va parler actu, on va parler de la crise des hôpitaux avec deux pontes, deux grands médecins. Et puis on parlera aussi en deuxième partie de la crise agricole du blé, mais aussi de l'agriculture qui va bien. Tout un sujet, n'est-ce pas? Restez là, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.